Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire que nous faisons conjointement avec notre partenaire Quanta, Bonjour. dont le thème principal, c'est la performance web. C'est un vaste sujet, mais sujet très important parce que c'est un marché qui est en pleine croissance, notamment depuis la période de Covid que nous vivons, où de plus en plus donc, personnes consomment sur le web. Dans le cadre de ce webinaire, nous serons 4 personnes à intervenir et je vais laisser dans un premier temps André se présenter. Bien sûr, bonjour à tous. Donc, André Dix, je suis chef de projet IT chez Accor et je travaille donc sur la marketplace B2B qui s'appelle Astor Shop et dont on parlera un peu plus tard dans ce webinaire. Et donc, je laisse la main à Guillaume pour se présenter. Bonjour à tous, donc Guillaume Thibault, moi, je suis l'un des 2 cofondateurs de la société Quanta, qui édite une solution logicielle dont on parlera un peu plus tard dans le webinaire. À titre personnel, au sein de Quanta, j'accompagne une trentaine de clients sur de l'optimisation pour rendre leur site le plus rapide possible. Voilà. Et je laisse la parole à Alix. Merci Guillaume. Bonjour à tous. Je suis Alix Hutto, responsable de la gouvernance chez Smile Ops, et j'aurai la chance et le plaisir de vous présenter plus amplement le rôle de l'équipe de la gouvernance au sein de la société. Et donc Cédric Ravalec, j'ai la chance de couvrir 2 offres transverses au sein de Smile qui sont d'une part l'IoT et d'autre part l'offre cloud, qui sont 2 offres donc transverses à l'ensemble de nos business units au sein du groupe Smile. Donc en termes d'agenda, on va faire une petite introduction sur la performance et aussi présenter le cas d'usage Accor en introduction, pour après rapidement présenter les sociétés Smile et Quanta. Ensuite, à travers, on va dire, une sorte de tour de table, de questions-réponses, Alix va présenter avec Guillaume et André le cas d'usage Accor, qui est le cœur de cette présentation, pour finir sur notre offre d'accompagnement et les Q&A. Alors, durant tout ce webinaire, vous pouvez poser des questions et on y répondra à la fin. Donc, normalement, sur votre droite, vous devez avoir un petit menu et vous pouvez poser vos questions, et puis on les voit s'afficher, on y répondra à la fin. Alors, en termes d'introduction, sur la partie performance, alors c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, comme je disais précédemment, parce que depuis 1 an et demi, beaucoup de gens consomment sur Internet. On est principalement sur la partie e-commerce, B2B comme dans le cas d'Accor ou B2C. Et finalement, quand on réalise des sites, peu d'acteurs sont amenés à tester ces sites. Parce que dès qu'ils les mettent en production, ils se disent ça tourne correctement, donc on va pas investir et suivre et piloter finalement la performance, aussi bien technique que expérience utilisateur. Et c'est une grave erreur parce qu'on voit quand il y a beaucoup d'utilisateurs, quand il y a des problématiques de pic de charge, notamment sur les activités saisonnières, finalement, souvent, les plateformes ne tiennent pas, ou lorsqu'on met à jour le catalogue de produits avec des mauvaises tailles d'image, par exemple, ce genre de choses, on a des problèmes de chargement et donc d'expérience utilisateur. Et donc, dans le cas de nos activités, parce que Smile travaille beaucoup sur la partie digitale, il nous a semblé plus que pertinent de s'associer à un partenaire pour pouvoir piloter au quotidien, finalement, la performance aussi bien applicative, technique, que l'expérience utilisateur des applications digitales que nous sommes amenés à développer pour nos clients. Et c'est vraiment une activité qui est maintenant primordiale et qu'on met dans toutes nos offres d'accompagnement. Pour ce faire, donc, on travaille avec Quanta, après avoir étudié un certain nombre d'offres sur le marché. Quanta, déjà, c'est une société française, et puis y répondre avec une offre en mode SaaS, vraiment sur un outil très simple, pour pouvoir piloter au quotidien, se donner des objectifs, définir des KPI. On va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment Accor les a utilisés, et qui vous permet vraiment au quotidien de pouvoir piloter et voir comment votre site évolue et à quel point il est performant. Et le parcours utilisateur, d'ailleurs, est souvent lié par rapport à cette performance et à l'expérience utilisateur.
André, je te laisse présenter dans ce cadre-là un petit peu le contexte de ton projet et comment tu en es venu à utiliser ce type d'outil. Oui, très bien. Eh bien, donc pour donner un peu plus de contexte, donc au sein d'Accor, donc principalement à la direction des achats du groupe Accor, nous avons développé donc une marketplace B2B qui s'appelle AstorShop. Donc en quelques mots, AstorShop, globalement, donc c'est une plateforme e-commerce qui permet donc de transformer l'expérience de commande dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc tout en proposant une vaste gamme de produits, donc dans les catégories alimentaires, non alimentaires, équipements, etc. Donc globalement, AstorShop, en quelques chiffres, c'est aujourd'hui environ 500 fournisseurs. C'est un catalogue produit composé d'environ 600 000 références. On compte donc un peu plus aujourd'hui de 3000 hôtels sur la plateforme, et donc nous sommes implantés aujourd'hui dans 9 pays, donc 8 en Europe et plus les Émirats Arabes Unis, qui sont également présents aujourd'hui sur AstorShop. Et sur l'année 2020, malgré donc l'année difficile pour notre secteur, on enregistre quand même 262 000 commandes. Donc toute cette plateforme e-commerce, finalement, l'un des enjeux principaux quelque part, c'est d'offrir la meilleure expérience à nos hôtels. Et pour ça, donc ça passe notamment par la performance, donc l'objet aujourd'hui de ce webinaire. Donc Cédric, si tu veux bien passer à la slide suivante. Donc l'été dernier, on a mené une enquête de satisfaction auprès de nos hôtels. Et donc là, je vous ai mis dans cette présentation quelques phrases qui nous étaient remontées. Globalement, donc les soucis qui nous ont été remontés, donc c'était que la plateforme était trop lente, on avait des temps de chargement qui étaient globalement assez longs, et on nous demandait donc de manière générale d'améliorer la rapidité du site et de l'interface, et donc améliorer finalement l'expérience utilisateur et les parcours utilisateurs. Voilà, donc on reviendra dessus par la suite dans le webinaire, dans ce qui a été mis en place, mais globalement voilà le contexte en tous les cas du projet AstorShop et des enjeux liés à la performance. Merci pour cette introduction. Donc on va rentrer après dans le détail dans le cadre de ce projet et la mise en œuvre de cet outil. Merci André. Rapidement pour présenter donc nos deux sociétés Smile et Quanta. Alors la société Smile, on est un intégrateur informatique fortement positionné donc sur la transformation digitale chez nos clients, basé aussi principalement sur des solutions qu'on appelle open source. Et la spécificité de notre société, c'est vraiment la force, c'est le fait de couvrir finalement toute la chaîne de la donnée chez nos clients, finalement l'enjeu du digital. Ça va de là où on produit la donnée, dans le monde du physique, à travers une activité autour de l'IoT, et tout ce qui est réseau associé pour remonter ces données finalement dans le SI du client, soit on-premise, soit sur du cloud privé, soit sur du cloud public. Et après exposer ces données sous forme d'API, et puis développer les applications digitales, soit à façon, soit à travers l'intégration de solutions du marché, notamment des solutions de e-commerce ou de content management. Et donc la spécificité de Smile, c'est de vous accompagner vraiment sur toute cette chaîne, aussi bien sous l'approche de build, de construction de la solution, qu'après sur la partie run, en termes de TMA, d'infogérance et d'hébergement de la solution. Donc pour ça, on est 1700 collaborateurs, une forte présence en France et en Europe du Nord. On a une croissance en termes de nos filiales en Europe du Nord, et puis un peu plus de 30 ans d'existence. Donc parmi ces 4 grandes activités, donc on a une activité qu'on appelle Ops chez nous, c'est toute l'activité d'hébergement, d'infogérance. Là, on a toute notre expertise sur la partie cloud privé, cloud public, parce qu'au sein de Smile, on travaille aussi bien sur le cloud privé que sur le cloud public. Et au sein de cette entité, donc c'est 70 personnes, dont fait partie Alix, qui s'occupe de la gestion de l'ensemble de nos contrats et des relations avec l'ensemble de nos clients. Et on travaille aussi bien sur du secteur public que dans le monde du privé, pardon. Et donc, c'est nous qui portons le risque, finalement, chez Smile, sur la partie run, avec des engagements de résultats et de performance. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, c'est au sein de cette business unit
qu'on a contractualisé un partenariat fort avec Quanta pour accompagner nos clients sur la garantie de la performance et de l'expérience utilisateur de leurs solutions digitales pour leurs clients. Je laisse la main à Guillaume pour présenter sa société. Merci Cédric. Alors, pour vous dire un mot sur Quanta, la solution déjà. Alors, je te remercie Cédric. Alors, comme Cédric passe les slides, on va se faire signe un peu par la parole. Donc, Quanta, c'est une société qui a 8 ans maintenant et qui est concentrée dans une grande mission de rendre le web plus rapide. Donc, pour rendre le web plus rapide, nous, on a décidé de monter une solution logicielle qui est une solution SaaS et qui permet vraiment de mesurer le temps de chargement des pages, de l'expérience utilisateur au sens large, et ce, en fait, non pas seulement sur la home page ou sur une page produit, mais en fait à chaque étape d'une navigation type d'un internaute et notamment des internautes qui vont acheter sur une plateforme. Donc pour faire ça, donc là aujourd'hui, Quanta, c'est donc une solution qui surveille donc du coup beaucoup de sites. Donc on a 500 sites qui sont accompagnés. Ça représente plus de 8 millions de pages vues testées par jour. Et donc nous, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'en moyenne, quand on améliore le temps de chargement des pages, eh bien en fait, on a une augmentation du taux de conversion et donc on a mesuré un avant et un après moyen de plus 12% sur le fait de mettre en place une démarche de Digital Experience Monitoring. Donc, c'est ce dont on va parler parce que c'est justement précisément ce qu'on a mis en place avec Smile et Accor pour le site AsterShop. Donc, voilà, à peu près les marques pour lesquelles aujourd'hui nous pouvons travailler et que nous pouvons aider sur ces sujets-là. Comme vous pouvez le voir, c'est assez varié. La performance, c'est un sujet qui est très concret pour les e-commerçants parce que ça va jouer sur le taux de conversion. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va jouer aussi sur d'autres leviers pour aussi d'autres types d'activités. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a eu plusieurs études qui ont été menées sur différents types de marques et on voit des effets bénéfiques, pas uniquement sur le taux de conversion, mais aussi sur le trafic organique. Donc ça, c'était le cas pour Pinterest. Donc comment ça se fait qu'on a un gain sur le trafic organique? Simplement parce que Google, en fait, est de plus en plus pointilleux sur le sujet de la vitesse. Et donc, en fait, ça finit par jouer dans le référencement, dans le ranking de votre site. Et donc, au final, on va gagner des points de placement dans Google et on va finir par avoir plus de trafic. Donc ça, c'est très net. Et puis, l'exemple de Melty, je peux encore plus en parler parce que c'est une étude qu'on a pu mener avec eux lors d'une phase d'optimisation qu'ils ont réalisée. Donc, en fait, ils ont fait un lot d'optimisation qu'on a identifié avec eux. Et puis, quand ils ont passé ces optimisations en production, ils ont eu un gain de 40%, on va dire une baisse de 40% du temps de chargement. Et immédiatement, ils ont vu en fait une augmentation de 20% du taux d'engagement sur le site. Donc, ce qu'on peut nettement voir, et là aussi en slide suivante, c'est qu'il y a une corrélation un peu inverse entre le temps de chargement et puis tout un tas d'indicateurs métiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le taux de chargement augmente, et en fait, ça commence à être un peu la catastrophe vis-à-vis de beaucoup d'indicateurs métiers. Et à l'inverse, si ça baisse, en fait, on va voir les indicateurs métiers à la hausse, donc le taux de conversion, la durée des sessions, et puis le point qui était recherché pour Accor, c'était surtout l'expérience, le ressenti des utilisateurs qui, dans le cas de AsterShop, sont relativement captifs, mais par contre, il y avait une insatisfaction latente qui était présente et donc il a fallu résoudre. Et puis pour terminer, s'il nous fallait à tous un peu un dernier argument pour travailler vraiment très sérieusement le sujet de la web perf et puis je dirais mettre en place un cycle d'amélioration continue sur ce sujet-là, ce qu'on voit, c'est que quand Google a réalisé une étude et a demandé en fait à un panel d'internautes quels sont les critères les plus importants pour eux quand ils vont naviguer sur un site, et finalement le critère numéro 1, c'est la vitesse de chargement des pages web avant toute la liste des points que vous pouvez voir, y compris la beauté du site. Alors on pense souvent au design,
Donc évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut faire des sites moches ou qu'il ne faut pas être responsive. Tous ces éléments-là, ils sont importants, mais aux yeux d'un internaute, bah, finalement, le critère le plus important, c'est que quand il clique, ce soit instantané. Voilà, donc c'est vraiment dans cette dynamique qu'on a réalisé ce cycle d'amélioration continue ensemble, et puis on va en reparler avec André sur la suite du webinaire. Donc, je vais laisser la main donc à Alix Suto pour donc animer ce Rex sur Accor. Avec André et Guillaume, tout à fait, merci Cédric. Alors aujourd'hui, nous avons mis en place une offre André. avec… Voilà. Aujourd'hui, nous avons mis en place une offre avec un abonnement à l'outil et une analyse mensuelle. André, est-ce que tu pourrais nous préciser comment et pourquoi tu as choisi ce dispositif? Bah, en fait, du coup, si je remonte à un peu plus longtemps que ça, globalement, chez Accor, enfin sur le projet AstorShop, on utilisait un autre outil qui s'appelle New Relic et qu'on continue bien entendu d'utiliser, mais finalement qui nous permettait au début de se focus principalement sur les performances, mais plutôt orienté back, donc côté serveur. Et finalement, quand on a fait ce questionnaire de satisfaction, on s'est rendu compte que les remontées étaient principalement front. Et donc, il nous fallait, en plus de cet outil, pouvoir traquer la performance et surtout suivre des indicateurs et suivre la performance, l'évolution de la performance sur le front, de façon à améliorer l'expérience client. Et donc, du coup, est venu Quanta, donc l'outil Quanta que nous avons mis en place avec le comité mensuel de suivi. Donc globalement, aujourd'hui, nous sur AstorShop, on a une livraison, donc une nouvelle release toutes les 2 semaines. Et donc, on a souhaité avoir un comité de suivi de performance de manière mensuelle avec d'une part Quanta, qui nous partage durant ce comité-là tous les axes d'amélioration et qui nous font également un bilan de la performance sur le mois. Et également donc notre intégrateur, donc en l'occurrence Smile, sur la partie donc l'équipe à la fois TMA pour tout ce qui est développement et la partie et donc l'équipe Ops pour la gestion de nos hébergements. Et donc ce comité finalement met un peu en exergue tout ce qui est vu au travers de l'outil, les axes d'amélioration. Et nous permet dans tous les cas, nous côté AstorShop et avec l'équipe Smile, donc d'alimenter notre backlog avec de nouvelles optimisations dans le but toujours d'améliorer le parcours et l'expérience utilisateur. Complètement, je te remercie. Effectivement, hein, grâce aux conseils prodigués par les experts, dits les perf gourous, nous pouvons aborder les prochaines optimisations à mener. Guillaume, peut-être peux-tu apporter un peu plus de précision et d'explication par rapport à ces fameux perf gourous? Oui, alors effectivement, derrière ce terme un peu barbare ou un peu geek, je ne sais pas, donc les perf gourous, c'est une équipe dédiée au sein de Quanta qui sont des experts de la web perf. Donc notre mission, puisque je représente cette équipe aujourd'hui, notre mission, c'est justement d'aider en fait les marques et nos partenaires comme Smile en fait à identifier quelles sont les optimisations qui vont être les plus rentables à réaliser. Donc, c'est sûr que de l'optimisation, on peut y passer beaucoup de temps à les mener. Et voilà, en tant que personne technique, pour moi, je pourrais y passer des jours, des nuits, et j'aime ça. Mais la réalité de l'entreprise, c'est que il faut quand même aussi prioriser les chantiers parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, chez Quanta, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait regarder l'ensemble du trafic du site pour identifier quelles sont les pages qui à la fois sont les plus lentes et qui sont le plus représentées parmi le trafic le trafic général du site. Donc parfois, on va trouver, donc voilà, dans le cadre typiquement de AstorShop, donc je prends un exemple très très concret, on a pu remarquer que le moteur de recherche est finalement une fonction
extrêmement utilisé par les internautes et on avait des problèmes justement sur cette fonction-là. Donc finalement, le scoring de cette page, en termes, on l'a identifié évidemment comme un quick win parce qu'en fait, on s'est dit que à partir du moment où c'était une page qui était très accédée et qui était assez lente, finalement, la résoudre, ça permettrait immédiatement de faire baisser le temps de chargement moyen de l'ensemble du site. Donc, on va vraiment scorer de cette manière-là l'ensemble des optimisations, ce qui permet derrière à Smile et Accor de prendre finalement l'ensemble de ces éléments-là avec leurs priorités et puis de faire les meilleurs arbitrages de roadmap pour que ça s'insère aussi dans des roadmaps plus globales où il ne va pas y avoir que de l'optimisation. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse que de l'optimisation, mais il y a aussi des fonctionnalités à développer, il paraît. Tout à fait. Et donc voilà, donc ils vont pouvoir l'insérer dans leur roadmap au milieu de tout ça, quoi. Ok, très bien. Et concrètement, en termes d'indicateurs, en termes de KPI, André, qu'est-ce que vous avez choisi de suivre et pourquoi? Et Guillaume, est-ce que tu pourrais nous expliquer et nous présenter tous les KPI mis à disposition dans l'outil? Du coup, côté Accor, nous, on a décidé principalement de suivre 2 KPI aujourd'hui qui pour moi sont les plus parlants et qui, pour le coup, répondent davantage à nos attentes. Le premier, donc c'est le premier octet, donc c'est le temps que met le site à répondre, à envoyer le premier élément pour la première fois, donc qui nous donne plutôt un indicateur, une vue sur la partie vraiment back-end, la partie serveur, le temps que mettent les serveurs à répondre. Et le deuxième indicateur, ça va être le speed index. Donc c'est le temps de chargement de ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Donc globalement, le premier aperçu qui est affiché à la page, sur la page, enfin à l'écran, pardon, sans avoir à scroller sur le site. Donc c'est vraiment le premier élément, les premiers éléments visibles qui pour nous donc sont très importants. Et donc c'est ces 2 KPI là qu'on suit principalement pour l'amélioration de nos performances. Donc je laisse peut-être Guillaume présenter un peu l'exhaustivité finalement des KPI présents, puisque finalement ça se limite pas qu'à ces 2-là. Il y en a effectivement beaucoup. Alors, je ne vais peut-être pas tous les présenter aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu long. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que donc il y a effectivement des sous-indicateurs de ceux qu'a décrit André. Donc, et généralement, on va nous préconiser le fait de se concentrer sur moins d'indicateurs, mais par contre les suivre vraiment précisément, c'est-à-dire que vraiment les regarder à la semaine, regarder les taux de variation, et c'est-à-dire pour être sûr qu'on n'a pas finalement pris 200 millisecondes ou 300 millisecondes sur un temps back-end, peut-être quand on ajoute au panier ou quand on accède au moteur de recherche. Voilà, donc on va vraiment suivre précisément un certain nombre d'indicateurs, mais finalement plutôt restreints, et quitte à éventuellement aller regarder les sous-indicateurs qu'une fois de temps en temps quand on veut préciser l'information. Donc ce qui est bien avec le temps du premier octet et le speed index, c'est qu'il couvre déjà vraiment très bien le périmètre de, on va dire, le côté back-end, et puis plutôt le côté front-end. Généralement, on tranche un peu le temps de chargement en deux de cette manière-là. Voilà, il y a tout ce qui va être de l'ordre du CMS. Donc là, en l'occurrence, c'est Magento 2 pour AstorShop, mais ça pourrait être Salesforce ou n'importe quoi d'autre. C'est la même chose. Donc ça va être le temps back-end. Et puis derrière, on a le temps front-end, le temps qu'on met à télécharger les images, les JavaScript, les CSS, etc. et qui, eux, vont venir compléter la page au fur et à mesure. Donc, je dirais la dernière borne du temps de chargement, c'est le temps de chargement complet de la page. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on regarde un peu moins souvent, mais qu'on regarde aussi. C'est le moment où le navigateur, il se met à être au repos. Donc là, il a vraiment tout téléchargé, y compris les tags externes que vous avez mis sur la page et qui ne sont pas du tout hébergés chez vous, mais qui sont quand même chargés par vos internautes. Donc voilà, donc pour suivre tout ça, nous, ce qu'on voit à l'écran, c'est un graphique en fait du speed index pour le coup, et qui est réalisé vraiment pour chacune des étapes. Donc on voit une page de connexion, une connexion, une recherche sur un mot-clé,
Et en fait, on va vérifier en fait que ces données, elles sont bien lises dans le temps. Et puis, après chaque release, on va essayer de faire en sorte de les faire baisser. Et puis surtout surveiller qu'elles ne repartent pas à la hausse au fur et à mesure des nouveaux développements qui apparaissent sur le site. Voilà. Alors peut-être on va parler des parcours utilisateurs après. Oui, parce qu'on parle de KPI, Ouais. mais finalement, il découle de quoi? Des parcours utilisateurs. Du coup, Guillaume, est-ce que tu pourras expliquer à quoi ils correspondent exactement? Et André, préciser comment tu les as choisis et pourquoi? Alors en présentation de ça, alors peut-être je crois sur la slide suivante, on voit un exemple, il me semble. Oui. Je ne sais pas si Cédric pourra. Voilà, très bien, merci beaucoup. En fait, l'idée, c'est que la performance d'un site, on peut l'observer de différents points de vue. Et en fait, ces points de vue-là, ils se complètent. Il n'y en a pas un qui est forcément meilleur que l'autre, mais on va dire que ça se complète bien. Donc chez Kanta, nous, on a décidé de développer les deux fonctionnalités. Donc on a une partie de Kanta qui réalise du monitoring synthétique. Voilà, c'est le nom un peu technique pour en fait décrire l'action d'avoir des robots qui viennent à fréquence régulière et qui surveillent le site en réalisant des clics sur le site. Et puis il y a une deuxième partie qui est du Real User Monitoring, où pour le coup on va placer un tag dans le site et ce qui va permettre d'observer quelle est l'expérience vécue par les internautes réels. Donc là, pour le coup, ce qu'on a fait en premier lieu pour AsterShop, ça a été de créer des parcours utilisateurs. Donc là, on voit un exemple d'un des parcours, mais il y en a certains qui sont même plus complexes que ça encore. Là, on a un scénario de 5 étapes, ce qui est assez court, mais en fait, on va rentrer sur le site, donc on va rentrer des logins, mots de passe, et puis on va naviguer sur une page, on va réaliser une recherche, et à chaque fois, on va vérifier le temps qui est mis pour récupérer la réponse, pour voir afficher, je sais pas, une pop-up par exemple, etc. Et on va vérifier dans le temps que ces éléments finalement se chargent de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on réalise des optimisations. Tout à fait. Du coup, pour compléter sur la partie accord, en tout cas pour nous, le choix des parcours qui a été fait, finalement, il s'est fait en fonction de l'expérience utilisateur, de manière à avoir les parcours du coup les plus représentatifs. Donc, comme le disait Guillaume, aujourd'hui, on a 5 scénarios, 5 parcours enregistrés, mais parmi ces 5-là, on en a réellement 2 qui sont les plus représentatifs. Je prends les 2 exemples, ces 2 cas. Le premier, c'est une navigation classique comme sur tout site e-commerce, c'est-à-dire qu'on va vérifier la navigation telle que le moteur de recherche, les résultats de recherche, la fiche produit, l'ajout au panier, plus après la partie checkout, donc le tunnel d'achat. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a de plus classique dans tous les cas dans un site e-commerce. Et on va avoir un deuxième parcours qui est très utilisé du coup par nos hôtels et qui est le parcours des commandes types. Donc les commandes types, ça permet finalement d'enregistrer une commande et de pouvoir en fait la commander, de la retrouver, de pouvoir la commander à tout moment. Donc c'est vraiment pour des commandes récurrentes et chose qui du coup est très utilisée dans les hôtels. Et donc ça également, on vient le monitorer au travers de Kanta. Voilà comment s'est fait le choix. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a déjà 2-3 questions qui sont arrivées, hein, mais voilà, si vous avez des questions, posez-les et on y répond à la fin de la présentation. Merci. N'hésitez pas, on aime les questions. Oui, on est là pour ça, c'est vrai. Je pense qu'il serait intéressant maintenant de citer quelques exemples de développement, de réalisation qui ont permis la diminution du temps de chargement des pages. Oui, je vais prendre le point. Excusez-moi, j'étais en train de regarder les questions en parallèle. J'anticipais sur ce qui est arrivé après. Donc effectivement, on a réalisé un certain nombre d'optimisations depuis la mise en place surtout de ce cycle d'amélioration continue. J'insiste d'ailleurs sur ce terme parce que la web perf, nous, ce qu'on constate, hein, c'est que c'est pas quelque chose qu'on fait en one shot, genre on fait une mission et puis après c'est terminé. Comme le disait André, hein, il y a une info qui est quand même hyper intéressante, c'est de se dire ils font une release en moyenne une fois toutes les 2 semaines. Donc, je veux dire, qu'il y ait des optimisations à faire ou pas, ça c'est le rythme de nouvelles fonctionnalités, d'évolution du site, etc.
Donc, on imagine évidemment que chacune de ces nouvelles releases peut avoir un impact sur finalement les temps de chargement. Et donc, on peut difficilement imaginer garder une bonne performance si on n'est pas en train de quand même surveiller, fine-tuner au fil de l'eau ce sujet-là. Donc, nous, on peut que vous conseiller de mettre en place ce type de cycle d'amélioration continue, parce que c'est comme ça qu'on arrive à obtenir les meilleurs résultats. Donc là, sur l'exemple, on voit qu'il y a eu un lot d'optimisation qui a été mis en production, donc là, autour de fin novembre. Et on voit que ça a fait en fait baisser tout un tas de métriques de WebPerf. Donc on voit qu'il y a le premier octet, le premier affichage, le chargement du DOM. Donc là, il y a plein de métriques différentes de la WebPerf. Et en fait, c'est ça qui est assez sympa aussi, c'est qu'on voit qu'une optimisation peut avoir un impact bénéfique finalement sur plusieurs métriques d'un coup. Et donc là, ça a été le cas quand on a réalisé ces optimisations-là. Alors pour donner un exemple, on a eu, donc là je crois qu'on avait deux exemples différents, il y en a un qui suit. Donc il y avait celui-ci et puis deux releases. Si on va à la slide suivante, je pense, voilà. Voilà, on voit qu'on avait eu aussi une release, donc ça c'était la release 2.0 et puis ensuite la release 2.2 où il y avait eu deux baisses. On voit deux plateaux, en fait, ça c'est très très net d'une optimisation passée en production. Un plateau, pourquoi? Parce que en fait, avec le monitoring synthétique, en fait, nous on répète toujours le même parcours, exactement de la même manière, exactement dans les mêmes conditions, ce qui nous permet d'avoir en fait une mesure qui est vraiment très très lisse, très 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 régulière. Donc en fait, dès qu'on fait une optimisation et qu'on gagne ne serait-ce que 200, 300, 400 millisecondes, et en fait, on va le voir très nettement du fait de la régularité de la mesure. Donc ça, c'est aussi un des avantages d'avoir vraiment une mesure bien précise, bien stable, c'est que ça permet de voir les gains et que ce ne soit pas mélangé dans je sais pas, d'autres paramètres qui seraient changeants avec l'outil de mesure que vous pourriez utiliser. Donc là, dans les deux exemples, on a eu, donc de mémoire, sur les trois optimisations qu'on voit, on a eu un lot qui concernait les images. Donc, il y a eu un gros travail sur les images qui est toujours un point important côté front-end. Donc, il peut s'agir des dimensions, de la compression des images. Donc là, il y a eu un mix de tout ça. Il y a eu une autre release qui était sur un sujet qui peut paraître peut-être un peu spécifique, mais que, à titre perso, j'avais déjà rencontré aussi sur d'autres sites. C'était un sujet sur les fontes. Donc, en fait, il y a souvent des sites qui vont utiliser des fontes personnalisées, mais ces fontes, elles ont aussi un certain poids. Et donc là, il se trouve qu'elles étaient assez lourdes dans le site Astorshop. Et donc, du coup, il y a un gros travail qui a été fait pour les réduire. Ça a aussi porté ses fruits. Et puis, il y a un dernier lot d'optimisation qui a été aussi réalisé pour le coup, plutôt sur la partie back-end. Donc ça, en l'occurrence, pour Astorshop, c'était à l'intérieur de Magento 2. Et donc, il faut voir qu'il y a certaines actions comme l'ajout au panier, l'accès au panier, par exemple, où, quoi qu'il arrive, le back-end, il doit travailler. Et là, en fonction de la manière dont on a travaillé Magento, ça ne va pas du tout avoir le même impact. Et donc là, ça a été vraiment retravaillé par les développeurs, donc côté Smile TMA, et ce qui a permis de largement réduire aussi le temps back-end. Donc on voit que c'est finalement très très varié. Il y a des lots d'optimisation sur des sujets vraiment très divers et ce n'est pas forcément toujours les mêmes équipes qui vont réaliser ces optimisations. Merci beaucoup, Guillaume, c'est très clair. Pour finir, nous pourrons aborder un projet transverse que nous menons d'ailleurs actuellement grâce à une fonctionnalité complémentaire de l'outil qui nous a aidés pour effectuer l'étude de la faisabilité d'un déploiement à l'international, notamment au Brésil. André, si tu souhaites préciser davantage le contexte. Oui, tout à fait. Globalement, donc, on vous a montré, enfin, on vous a présenté les parcours utilisateurs dans Kanta. Et globalement, donc, Kanta offre une autre possibilité qui est le RUM, donc le Real User Monitoring, dont Guillaume a déjà parlé, vous présentera peut-être plus en détail par la suite. Mais globalement, cette fonctionnalité de Kanta permet d'avoir une vue d'ensemble sur les performances, à la fois par pays, par zone géographique, par page également consultée. Et donc ça nous a permis, entre autres, pour
le Brésil, d'étudier finalement les performances. Donc globalement, le but était de savoir si on déploie AstorShop tel qu'il est donc sur notre plaque européenne, et si on le déploie au Brésil, quelles vont être les performances? Est-ce qu'elles vont être dégradées ou non? Et donc pour ça, on a demandé donc à notre interlocuteur présent à Sao Paulo de pouvoir se connecter sur AstorShop et donc d'effectuer des tests de navigation. Et ça nous a permis donc de traquer au travers de cette fonctionnalité donc de Kanta, de voir un peu les performances sur les différentes pages. Et donc ça nous a surtout permis de voir que les performances étaient relativement acceptables et relativement similaires à celles de l'Europe. Et donc on poursuit également donc nos tests en demandant donc à 5 hôtels présents dans différentes régions du Brésil de faire exactement le même test et donc de pouvoir monitorer à nouveau la performance et de se rassurer sur ça, ou s'il va falloir mettre en place eh bien des serveurs différents ou une autre infrastructure permettant d'aider la performance. Et tout ça pour dire finalement que finalement AstorShop est en bonne voie dans tous les cas pour être déployé au Brésil. Donc on n'a pas encore la validation finale, mais c'est en cours. Et donc en tout cas, l'outil nous a bien aidé sur ce point-là. Et je laisse donc Guillaume présenter davantage le RUM. C'est vrai que le Real User Monitoring apporte cette vue complémentaire. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place effectivement dans le cadre d'AstorShop, un peu au fil de l'eau dans un deuxième temps, et qui est venu apporter une vue vraiment très très complémentaire. Alors ça a été utile comme l'a expliqué André pour la dynamique internationale, mais moi ce que je peux vous dire aussi, enfin par rapport au Real User Monitoring et par rapport à ses avantages, c'est que en fait il vient compléter les parcours utilisateurs de par le fait qu'on peut suivre vraiment la performance de l'ensemble du catalogue d'un site. Donc là par exemple dans la partie de droite de l'image, vous voyez URL et puis vous voyez plein de carrés ou plein de rectangles, on va dire, avec des couleurs vertes et puis d'autres qui sont oranges. En fait, ça permet de voir d'un coup d'œil toutes les pages en fonction de leur proportion parmi l'ensemble du trafic, et en fait de voir avec une couleur finalement si ces pages sont rapides ou lentes. Donc le fait de se balader dans ces données nous permet d'arbitrer très rapidement sur les priorités. Donc ça fait référence aussi à ce dont on parlait précédemment, hein, sur les priorités. On cherche les pages qui sont à la fois qui sont largement vues par les internautes et en même temps qui sont lentes. Donc ça sert particulièrement à ça. Et puis le dernier aspect aussi, c'est que c'est assez satisfaisant et rassurant, une fois qu'on a réalisé des optimisations, de pouvoir constater que les internautes réels, donc c'est pas juste les robots de Kanta qui constatent que tiens, on a gagné 400 millisecondes, c'est en plus de ça, on voit en fait que le speed index mesuré par les internautes eux-mêmes, qui eux, enfin voilà, sont les employés des hôtels du groupe Accor, et finalement eux, ils ont vu leur speed index baisser de 300-400 millisecondes. En fait, les résultats qu'on va voir dans le synthetic monitoring, on va le vérifier dans un deuxième temps dans le Real User Monitoring. Et ça, c'est extrêmement satisfaisant on va dire, dans le sens où c'est très concret et il n'y a plus du tout d'ambiguïté sur le fait que l'expérience de l'internaute réel est meilleure, ou à l'inverse moins bonne si vraiment finalement on a fait une mauvaise mise en prod, mais on a eu plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles depuis qu'on a mis en place ce cycle d'amélioration continue. Je pense qu'on te laisse. Alors, je ne sais pas si c'est Alix ou Cédric qui porte cette partie. Oui, juste, donc on va juste donc, pour compléter ce qui a été dit à travers ce retour d'expérience, et je remercie encore André de sa présence et de cette transparence sur ce projet. Vous expliquer un petit peu comment on accompagne nos clients chez Smile. Et je vais donc laisser Alix vous présenter son activité. Merci Cédric. Pour vous présenter l'équipe de la gouvernance chez SmileOps, elle est composée de 6 des services delivery managers, communément appelés également responsables de compte. Notre rôle principal est d'être l'interlocuteur privilégié du client. Notre mission au quotidien,
et de piloter l'ensemble des composants de la prestation de l'infogérance à travers le suivi de la facturation, le pilotage des éléments contractuels, le pilotage du service fourni, évidemment, et tout ce qui a trait à la comitologie. Nous proposons également des services à valeur ajoutée et offres de conseils tels que l'optimisation financière ou FinOps, la sécurité et évidemment celle qui est mise en avant aujourd'hui, la performance. Sur la slide d'après, nous mettons d'ailleurs en avant nos 3 offres types. La première est le pilotage de la performance sur du long terme, on va dire, avec un abonnement à la solution qui va suivre l'engagement contractuel, avec une analyse et une comitologie qui sera planifiée de manière récurrente, généralement mensuellement. Dans la seconde, on effectuera des tests de montée de charge avant le lancement du site en production, afin de mesurer et de valider le dimensionnement de la plateforme. Et avec la troisième, on sera plus sur un abonnement ponctuel de 3 mois cette fois-ci. Il comprendra une analyse et un test de montée en charge, et ça sera effectué sur un site déjà en production. À savoir que ces offres sont adaptables, modifiables. Par exemple, la solution expert, qui est l'offre qu'Accor utilise aujourd'hui, permet une rétention de 13 mois des données. Donc, c'est vraiment idéal pour effectuer un suivi sur du long terme. Enfin, je pense qu'il est tout de même important de souligner voilà, que le suivi de la performance s'effectue vraiment conjointement avec d'autres équipes du groupe Smile. André pourra d'ailleurs en témoigner parce que nous effectuons chaque analyse, chaque point de suivi conjointement Ops et TMA. Et Cédric l'a d'ailleurs schématisé, donc je vais le laisser ajouter un mot à ce sujet. Ouais, merci. Bah, c'est déjà très parlant à travers ce schéma, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié. Et c'est une des forces de Smile, c'est-à-dire qu'on a les équipes d'un côté qui développent le site. Après, ben, une fois qu'on le déploie en production, ben, arrive la TMA et puis les équipes d'Alix chez Ops. Et vraiment, on a besoin de tous travailler ensemble. Et c'est la même chose chez le client. On a les métiers et puis aussi la DSI qui est impliquée, le marketing. Et finalement, le fait de couvrir chez Smile aussi bien la partie build, la partie run, TMA, fait que c'est tout à fait en adéquation avec la performance et l'expérience utilisateur qui est attendue par nos clients. Hein, donc là, on voit bien la complémentarité de l'offre et du type d'accompagnement qu'on peut avoir auprès d'eux. Pour finir, il y a eu pas mal de questions, donc je vais peut-être laisser Guillaume répondre à certaines d'entre elles, je crois qu'elles sont d'ordre assez technique. Donc, on a noté un petit peu déjà les premières questions. La première, bonjour, donc pourquoi la meilleure expérience utilisateur et le meilleur référencement Google? Quel seuil conseillez-vous pour le TTFB, Speed Index, Readering et poids des paquets, je pense. Ouais. Alors, je vais prendre cette réponse-là. Vas-y. Donc, évidemment, la cible, c'est d'être le plus rapide possible, évidemment, pour toutes ces métriques-là. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est quelles sont les métriques qui sont atteignables pour une majorité de sites. Et là, je pense que pour la plupart des gens qui nous ont rejoints aujourd'hui, on va être sur des sites de e-commerce d'une certaine taille qui vont tous avoir quand même des différentes spécificités. Donc, malgré une certaine complexité de site, la bonne cible, c'est pour le temps du premier octet, c'est d'être en dessous de 300 millisecondes. Donc, d'ailleurs, le temps, et je rebondis d'ailleurs sur une autre question qui était le temps du premier octet. Est-ce que c'est le TTFB? Donc oui, c'est ça. Vous avez vu cette métrique technique peut-être dans d'autres outils de Google PageSpeed Insights ou Web Page Test par exemple, qui parlent de TTFB.
Donc en anglais, time to first byte. Hein. Donc voilà, en français, premier octet. Donc ce temps-là, c'est le temps finalement de back-end, c'est le temps que met le code HTML à être fabriqué par le code qui a été, qui a été exécuté, donc par Magento 2 ou par Salesforce, etc. Et donc il va être renvoyé au navigateur de l'utilisateur. Ce temps-là, en fait, tant qu'il n'est pas réalisé, il est vraiment hyper douloureux pour l'internaute parce qu'en fait, il n'y a absolument rien qui peut se charger d'autre. Donc, c'est-à-dire que tant que le navigateur n'a pas récupéré le code HTML, on voit une page blanche. Donc ça, il faut vraiment que ce soit le plus rapide possible. Donc, viser les 300 millisecondes. Après, le speed index, ça va être beaucoup plus variable parce que tout dépend de la connexion de l'utilisateur, si c'est sur mobile ou pas, etc. Mais je dirais qu'un speed index moyen, c'est plutôt autour de 2 secondes. Et puis un très bon speed index, ça va plutôt être autour de 1 seconde 5, 1 seconde ou 1 seconde 5. Ensuite, sur un temps de chargement total, là, on va être généralement à plutôt autour de 4-5 secondes. Alors, je crois qu'il y avait une dernière métrique qui avait été listée, je l'ai peut-être plus en tête. Mais en gros, vous avez les 3 grandes bornes qui sont là, quoi. Time to first byte, speed index, et puis le temps de chargement complet. Ah oui, c'est ça, c'était le poids des pages. J'ai retrouvé. Et donc là, sur le poids de la page, donc pour le coup, qui va pouvoir là aussi largement influer hein, du coup sur le speed index et sur le temps de chargement complet de la page. Je dirais que si vous êtes à plus de 2 mégaoctets pour une page, il faut déjà commencer à vraiment sérieusement vous poser des questions. Une page qui est bien optimisée, elle peut tenir sur 1 méga. Même s'il y a plein de visuels, c'est pas forcément le nombre de produits. Enfin, voilà, je vois beaucoup de marques hein, souvent se dire oui, mais moi j'ai un contexte spécifique parce que voilà, j'ai le marketing qui veut absolument que les images soient très belles, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir des visuels qui sont nickel, mais c'est plutôt la manière dont vous allez les afficher. C'est sûr que si vous chargez toutes les images du catalogue, alors qu'en fait elles ne sont pas encore visibles à l'internaute, parce qu'elles sont beaucoup plus bas dans la page, c'est du gâchis de ressources et c'est comme ça que vous avez votre page qui va commencer à être à 5-6 mégas et que vous allez avoir des gros ralentissements. Donc voilà les grandes métriques. Donc pour le poids, je dirais pas plus de 2 mégas si possible. Alors, on a une deuxième question. Pardon. Ouais. Vas-y, Cédric, j'allais regarder les autres questions, mais vas-y, je t'en prie. Ouais, on a une deuxième question qu'on retrouve très souvent. D'ailleurs, on aurait même peut-être pu faire un slide hein, sur le sujet. Et puis, ça a été aussi un cas d'usage hein, chez Accor. La question est la suivante. Quelle est la différence entre les solutions New Relic et Kanta? Je peux prendre le point après, voilà. Ouais. Allez. Alors on est sur 2 outils qui sont très très complémentaires. Alors je réponds d'autant plus facilement que on a souvent la question parce que forcément donc Kanta se positionne comme une solution logicielle qui permet d'optimiser un site et New Relic se positionne comme un outil de performance pour optimiser un site. Donc forcément, on est dans une grande famille de la web perf. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde là-dedans, vous avez plein d'acteurs et puis en fait, on a des missions qui sont assez différentes. Donc typiquement, un acteur qui fait par exemple du CDN, qui vous met en place des proxys un peu partout sur Internet pour vous stocker vos images, va vous améliorer vos performances, mais ce sont des rôles différents. Alors, New Relic et Kanta sont 2 outils qui permettent de mesurer des choses, mais on ne va pas forcément faire le focus sur les mêmes choses. Je dirais que Kanta se positionne, je schématise, hein, mais Kanta se positionne vraiment comme une grosse tour de contrôle qui permet de voir en fait, l'expérience telle qu'elle est perçue par les internautes et qui permet de prioriser finalement les chantiers qui sont les plus importants sur l'ensemble de tout ce qu'on va pouvoir faire en termes d'optimisation. Donc c'est plutôt vraiment un outil qui se positionne comme un outil de pilotage, de gouvernance, et puis qui derrière va permettre de donner des réponses techniques et de zoomer dans les problèmes, mais qui va peut-être pas zoomer aussi précisément que ce que pour le coup New Relic va pouvoir faire sur certains terrains. Donc c'est-à-dire que New Relic pour le coup est plutôt un outil qui permet de faire du chirurgical. Donc c'est un outil qui est aussi dédié au personnel technique. Donc ça va fournir des dashboards qui vont pas parler justement à une direction digitale, mais bon chacun son rôle. Et dans New Relic pour le coup on va pouvoir si je suis développeur par exemple,
je vais pouvoir voir l'empreinte mémoire que met voilà, mon processus à s'exécuter, quelle requête SQL il a effectué, etc. Et je vais vraiment pouvoir faire du rayon X. Voilà. Donc voilà, si je fais une dernière image avec, on va dire, avec la médecine, nous on est le super médecin Dr House, et puis pour le coup New Relic c'est plutôt le scanner l'IRM, quoi. Voilà. Donc chacun sa partie, les deux se complètent. Je ne sais pas Et si tu es d'ailleurs, André, d'accord, si tu es d'accord, Ouais, André, toi qui utilises les totalement. deux. Non, totalement, je confirme. Donc nous, on utilise bien les deux solutions. Et c'est vrai que New Relic, on va plutôt aller en profondeur sur la partie technique, notamment sur la partie aller voir un peu quels sont les contrôleurs qui sont les plus gourmands en termes de CPU, en termes de RAM, ce genre de choses. Donc on va plutôt être sur une précision, davantage de précision technique de la plateforme. Voilà, contrairement à Quanta, effectivement, pour nous, dans tous les cas, on va plus sur le suivi de nos parcours et sur la performance, sur les indicateurs qu'on a évoqués pendant la présentation, et donc descendre également dans un niveau technique, mais peut-être pas aussi fin finalement. Et on va peut-être rester plus sur des notions de CSS, JavaScript, images, etc. Donc voilà. Donc, voilà pour nous en tout cas dans notre utilisation au quotidien. très bien. Alors, on va prendre une Moi dernière question. justement, je voulais Ouais, profiter du coup pour rebondir sur une question que j'ai vas-y, je t'en vue prie. qui était, donc je cite la question: bonjour, donc la solution de monitoring permet-elle de mesurer les variations de performance sur les environnements hors prod de manière à détecter donc des régressions de performance avant qu'elles n'impactent la prod? Alors oui, c'est tout à fait possible. Nous aujourd'hui on le fait pas systématiquement, pour être honnête. On l'a déjà fait et on a d'ailleurs vu pour un des packages qu'on souhaitait livrer en prod, que finalement en faisant ce test sur notre environnement de pré-production en l'occurrence, et finalement que ça dégradait complètement notre performance, et du coup ça a été un motif de no-go, donc de non-livraison de cette release-là. Et effectivement, c'est aussi quelque chose que j'ai un peu dans le viseur également, c'est qu'à terme, pour fiabiliser davantage notre production, ce serait donc d'avoir les mêmes parcours sur notre environnement de pré-production, monitorés de la même façon, et donc de se prémunir bien entendu avant la livraison de tout effet négatif, et donc quitte du coup à ne pas livrer et à donner un no-go pour cette livraison, et donc d'éviter bien entendu d'impacter notre production. Donc ça, c'est, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on fait pas systématiquement, mais pour le coup, voilà, on se dirigera vers ça à terme. D'abord, voilà, on se focalise sur d'autres points et on y va étape par étape en tous les cas. Je complète la réponse T'en prie. d'André en disant que voilà, donc voilà, en tout cas, je ne peux que le conseiller, hein, d'effectivement de surveiller la pré-production avant la production, tant que c'est possible. Là aussi, de toute façon, l'idée, c'est pas de se mettre trop d'indicateurs. Donc, tout dépend des ressources qu'on peut mettre en place pour arriver en fait à emmagasiner, voilà, enfin à traiter en fait, hein, tous ces sujets-là. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux de découvrir l'effet d'une release avant qu'elle passe en production, et surtout si finalement à un moment l'effet est négatif, d'éviter ça permet justement de revoir la copie avant que ça passe en prod. C'est d'autant plus important. Moi là j'ai accompagné surtout dans la dernière année beaucoup de clients qui ont carrément changé de CMS. Et en fait, donc du coup, on fait un projet de voilà, 6 mois, 1 an de développement sur un nouveau socle technique. Et donc là, ça a été vraiment très important pour eux, pour le coup, de surveiller le bon fonctionnement de leur site en construction au fil des releases. Donc au début, c'est sûr que le site, il est un peu moche, il a pas encore toutes ces images, toutes ces fonctionnalités. Mais en fait, on peut déjà créer un parcours dessus. Donc, on peut déjà tester voilà, combien de temps met l'ajout au panier, le checkout, la sélection du shipping, etc. Et en fait, on va quand même surveiller que chacune de ces fonctionnalités-là n'est pas en train de grandir au fur et à mesure justement que le site il commence à grandir et qu'il est et au fur et à mesure que sa base de données va grossir. Donc, c'est mieux de faire ça. Et puis, le dernier élément que vous pouvez aussi rajouter quand vous faites de la surveillance de la pré-production, c'est la partie test de montée en charge. Alors Alix en a parlé
On a parlé tout à l'heure, donc qui fait partie des offres de Smile. Nous, en tant qu'outil, on propose dans Quanta une fonctionnalité de test de montée en charge qui permet, en quelques clics, de stresser la plateforme en pré-prod ou en prod d'ailleurs. Donc les deux sont possibles. Le but étant de vérifier que finalement la plateforme, elle va bien tenir quand ce sera le jour de Black Friday ou ce sera le premier jour des soldes, par exemple. En tout cas, le moment où vous aurez un pic de trafic. Donc là, ça vous permet de jouer l'histoire du pic de trafic avant qu'il ait lieu en réel. Et donc, du coup, de préparer votre site pour qu'il soit prêt à tenir le coup, quoi. Voilà, donc ça complète bien aussi la surveillance de la pré-prod. Est-ce qu'on a le temps encore pour une ou deux questions? C'est la question. On va peut-être prendre une dernière question pour rester dans le timing, c'est important. Et puis pour les autres personnes où malheureusement on n'a pas pu répondre aux questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Il y a une dernière stade où je vous présenterai nos coordonnées. Moi, j'avais choisi quel format d'image est à privilégier pour les performances. Donc, il y a WebP, AVIF, JPEG, enfin, voilà, différents types de formats d'image. Voilà. Quel est le format qu'il faudrait ou que tu préconises d'utiliser, Guillaume? Très bonne question, merci. Donc WebP, oui, bien sûr, c'est complètement dans l'air du temps et au fur et à mesure que les navigateurs le supportent, c'est préférable. Ce qu'il faut voir, c'est que sur les images, je dirais que ce qui est le plus important, c'est de mettre en place quelque chose qui va optimiser automatiquement les images. Donc en gros, moi je vois aussi quand on débarque dans des projets web et qu'on voit un peu l'organisation qui a été mise en place, il y a un peu deux familles de sites. Hein. Il y a les sites qui ont décidé de mettre en place quelque chose d'automatisé pour la compression, le redimensionnement des images, et puis ceux qui ne l'ont pas fait et qui ont décidé de donner des guidelines éventuelles à leurs équipes marketing en disant s'il vous plaît, quand vous uploadez une photo, vous l'ouvrez dans Photoshop, vous mettez tel paramétrage, etc. Bon, la réalité, c'est que si on laisse l'humain à chaque fois re-régler une image, etc., on va forcément passer à côté. Il va y avoir des images qui vont passer entre les mailles du filet. Et il suffit d'une seule qui soit mal sizée ou mal recompressée, et puis au final, on se retrouve à avoir 4 mégas qui se baladent à l'intérieur du site en plus. Donc, je disais tout à l'heure, une bonne cible pour une page, ce serait d'être maximum 2 mégaoctets. Si vous avez une image, même toute petite, mais qui au final fait 4 mégas en taille, elle va vous plomber totalement les temps de chargement. Donc pour faire ça, vous avez toute une famille de choses que vous pouvez faire. Il y a des outils SaaS qui permettent d'automatiser énormément de choses au niveau des images. Donc il y a évidemment un coût associé, mais au moins vous vous en préoccupez pas, ça fait un peu le job tout seul. Ou alors vous avez des outils open source que vous pouvez mettre en place sur vos serveurs, donc avec vos équipes d'hébergement, qui permettent de passer toutes les nuits pour recompresser, redimensionner les images. Donc voilà, les deux écoles sont bonnes, je dirais, là-dessus. Il y en a une qui nécessite un peu plus de temps de maintenance, mais qui, sur le long terme, n'a aucun coût, est vraiment gratuite, et puis une autre qui est payante, mais qui vous permet de ne pas trop vous en soucier du tout. Donc, à vous de voir là-dessus, de faire le meilleur arbitrage. Merci beaucoup, merci à tous. Vous avez été nombreux, très nombreux même, à participer à ce webinaire et j'en suis ravi. Voici l'ensemble de nos coordonnées. Merci de pas trop solliciter André, parce qu'il a très gentiment voulu laisser ses coordonnées, mais il nous a fait la remarque de bien spécifier. Il ne faut pas trop le solliciter, mais avec grand plaisir, il répondra à vos questions, ainsi que Guillaume, Alix et moi-même. Je me permets, Cédric, je crois que André avait dit qu'il ne pas être sollicité commercialement. Après, je crois que mais si quelles que soient les sociétés sur lesquelles vous travaillez, si vous voulez que André réponde à une question spécifique de retour d'expérience, je crois qu'André t'avait. Tout à fait, je le confirme, donc je reste disponible pour ceux qui le souhaitent pour échanger davantage sur notre façon de fonctionner et sur ce qu'on a mis en place sur la performance dans tous les cas. Donc ça, effectivement, je reste disponible pour toutes vos questions. Merci beaucoup André, et nous évidemment à votre disposition pour
répondre à vos questions sur la mise en place du dispositif, les différents types d'offres, etc. Bah, merci à tous. Et puis s'il y a des questions supplémentaires, bah, voilà, n'hésitez pas à prendre nos emails et on y répondra avec plaisir. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir, Au très bonne revoir. journée.